Bonjour Olivier. Bonjour. On va rien faire de faux comme souvent à la télé aujourd'hui. Je te vois donc dans le cadre de mon livre-film. Son titre Risque de chance, traduction littérale de l'idéogramme chinois du mot crise. Sa vocation, aider à faire naître celle des autres. Le cœur de son message, rien ne peut empêcher ta contribution au monde, mais sais-tu quelle est-elle? Son histoire, ça sera la mienne et les vôtres, partagées en résilience. Ces thématiques, elles sont ouvertes et portées par chaque personnalité très différente. Alors, ma première question, Olivier, c'est en tant que jeune homme engagé dans la lutte contre la pauvreté, peux-tu me dire, s'il te plaît, quel est le plus beau risque dans la vie? Déjà, c'est gentil de me traiter de jeune homme. Je pense que le plus beau risque dans la vie, c'est d'accepter de se perdre au service des autres. C'est un très beau risque parce que c'est ça qui permet réellement d'être dans un engagement total. Mais ça reste un vrai risque parce qu'à se perdre, on peut aussi perdre à la fois la maîtrise de l'homme qu'on veut être et puis le lien qu'on a avec les siens. Donc voilà, mais pour moi c'est plutôt ça. Le plus beau risque c'est ça. Le plus beau risque c'est l'engagement absolu envers les autres. Jusqu'où on va dans le don, la capacité à être au service des autres. As-tu un exemple vécu de ce beau risque? Ou plusieurs? J'ai beaucoup d'exemples vécus de ce beau risque. J'ai beaucoup d'exemples parce que c'est que m'ont donné, c'est l'exemple qui m'ont nourri et de personnes merveilleuses que j'ai côtoyées et qui, elles, ont été capables de conduire leur vie dans une cohérence entre leur comportement individuel, leur comportement militant, leur responsabilité publique ou privée, avec des capacités, enfin, des niveaux de cohérence et d'intégrité euh, que nos générations actuelles, probablement différemment, mais ils parviennent en partie, mais voilà, je trouve que les grands engagements au long cours. Donc moi j'ai eu plusieurs figures, je peux en citer deux comme ça. J'ai connu un ancien élu à l'action sociale qui était avec moi, j'ai travaillé avec lui, je lui ai succédé dans certaines responsabilités, mais qui était un grand catho de gauche, un type extraordinaire qui avait... D'ailleurs je me demande s'il n'avait pas fait le petit séminaire basculé, mais donc quelqu'un qui était habité par la foi, ce qui n'est pas mon cas, mais qui C'était qui? s'appelait Jean-Philippe Motte, il est décédé il n'y a pas très longtemps, j'étais avec lui tout au long, jusqu'au bout, enfin, évidemment en retrait par rapport à sa famille et d'autres, mais on a gardé un lien. Et c'était une personnalité extraordinaire parce que c'était un homme qui s'est construit de manière militante dans les Trente Glorieuses, qui a toujours été dans les combats de la gauche, du social, professionnellement, politiquement, etc. Mais qui a toujours habité à Villeneuve-de-Grenoble, voilà, là où j'habite aujourd'hui, même si je suis en périphérie immédiate, mais voilà, je reste imbriqué là-dedans, et dans une humilité, un attachement offert, voilà. Donc ça, et c'est quelqu'un qui, en effet, a vécu beaucoup pour les autres. Et un autre exemple qui est tout à fait contemporain, parce que je les ai encore vus ce week-end, mais j'ai des amis euh, qui sont éducateurs en protection de l'enfance, et qui gèrent des lieux de vie, notamment, et eux gèrent un lieu de vie pour des jeunes mamans, des jeunes filles de 15 ans qui accouchent, etc. C'est des gens que je connais depuis 10-15 ans, et ça fait 10-15 ans que ces gens, dès qu'on parle des vacances, eux ils partent en vacances avec les gamins qu'ils accompagnent, ils vivent avec les gamins qu'ils accompagnent. Donc leur vie est une vie à la fois extraordinaire et effrayante, parce qu'ils vivent au milieu de la souffrance et des difficultés les pires. Ils ont des gamines radicalisées, ils ont des gamines victimes de viol, ils ont des gamines victimes de... Enfin, ils ont toutes les turpitudes et toutes les choses, et et c'est un couple de gens extraordinairement volontaires pour qui le fait d'être H24 au service des autres est consubstantiel à leur existence. Ils sont incapables d'être autre chose que ça. Voilà. Je suis très très loin de ces niveaux d'engagement et de cette capacité-là. Voilà. Mais ça, c'est des exemples contemporains dans des autres. Après, il y a des exemples très célèbres, mais ceux-là. Tu veux nous dire leur nom ou pas? À tes amis? Bah, ça s'appelle Thierry et Marine Lande. Oui, c'est un couple de. Land. Ouais, Lande. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, voire pour plus grand que toi dans ces exemples-là? Accepter de se perdre au service des autres. En fait, moi j'ai été élevé dans une culture où
on se définit assez peu par rapport à son utilité personnelle et par rapport à son regard individuel de ce qu'on est soi. Moi, d'ailleurs, ma femme me le reproche souvent, mais je parle très peu de moi. Enfin, je ne considère pas être un objet intéressant. Donc, c'est pour ça que l'exercice, là, il n'est pas très... voilà. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait pour les autres. C'est ce que j'essaie de dire à mes enfants. Voilà. Posez-vous toujours la question de ce que vous apportez autour de vous, de ce que vous êtes autour de vous, etc. Et c'est compliqué la question que tu me poses parce que moi, je suis un accident, enfin c'est un accident que je sois là où je suis aujourd'hui. J'ai jamais été programmé pour ça. Je suis pas énarque, je suis pas haut fonctionnaire, je suis pas fonctionnaire du tout d'ailleurs. C'est une succession d'accidents qui m'ont amené là. Alors, est-ce que c'est un hasard ou pas? On en débattra devant un bon repas. Mais quand tu interroges le rapport à ce qu'est mon engagement et le rapport à ces exemples-là, c'est compliqué parce que je ne l'interroge pas. C'est-à-dire, si je me compare, je me désespère. Il y a les fameux trucs, quand je me contemple, je me désole, quand je me compare, je me rassure. Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si je me compare à ces exemples-là, je me trouve petit. Donc, je ne vis pas dans ce rapport-là. Moi, je vis dans un rapport, en fait, assez militant à ces sujets. J'ai gardé une fibre militante et moi, je suis habité par l'utilité liée à la cause. En fait. Ce qui m'importe, c'est est-ce que par rapport à ce qui structure ma vie, qui est en effet un engagement assez banal, hein, sur les inégalités, la pauvreté, enfin des choses qui, voilà, l'injustice, tout ça, non parce que c'est toutes mes lectures de jeunesse, mais aujourd'hui, en plus si je suis encore un jeune homme, tant mieux, je peux continuer à le dire comme ça. Mais en fait, ça m'a nourri intellectuellement à tout niveau. Bon. Et donc moi, ce qui m'importe, c'est est-ce que je suis utile aux causes que je veux servir, ou est-ce que ma vie, à un moment, s'inscrit en rupture avec ça. Est-ce qu'à un moment, j'abandonne ma cause pour m'intéresser à moi ou à d'autres choses. Est-ce que voilà. Et donc, si je me compare à ces exemples-là, c'est tellement intimidant que je ne peux pas réfléchir. Donc c'est une question qui est compliquée pour moi parce que voilà. Après, comme toutes les personnes, en tout cas avec qui j'ai discuté, qui sont habitées par ce genre de choses, en vrai, c'est jamais intégral total. C'est-à-dire que tout le monde a des petites bulles intimes de respiration, des voies etc. Des jardins secrets, des espaces de réappropriation de soi et tout. Donc j'en ai comme les autres. Et voilà. Mais donc je ne sais pas si je te réponds bien, mais j'évite toute relativité là-dessus. J'essaie de me dire, voilà, c'est quoi ta valeur ajoutée? Et est-ce que tu en as une ou pas? Si tu n'en as plus, il faut faire autre chose. Et si tu en as... Voilà. D'ailleurs, dans mon boulot actuellement, à intervalles réguliers, j'interroge d'autres grandes personnalités à qui j'ai demandé leur avis avant de m'engager là-dedans. Pour leur demander, est-ce que tu penses que je dois continuer? Est-ce que tu penses que je suis utile ou pas? Et le jour où ils me répondront non, j'en tirerai les conséquences. Olivier, quelle est ta contribution au monde, ta mission, ta vocation? Toi, puisque c'est l'objet de mon livre, d'interpeller les jeunes sur cette question. Ma mission, j'essaie de soulager quelques portions de souffrance humaine. Voilà. Mon rôle, c'est d'être utile à ceux qui sont moins bien lotis par la naissance, la vie. Voilà. Mais mon rôle, ouais, voilà, si je devais me définir une question messianique, mais j'aime pas le poser comme ça parce que je suis un côté très prétentieux dans tout ça. Enfin, voilà, très messianique qui n'est pas du tout ma façon de voir les choses, qui est une façon plus politique et militante et moins. Voilà. Mais voilà. Mon rôle, c'est de servir une cause qui est celle d'une société plus juste et celle d'un idéal, etc. Et moi, je m'inscris dans un idéal militant qui, pour moi, n'est pas ringard. Donc, je m'inscris dans une filiation, dans une histoire, voilà. Et après, au quotidien, mon sujet, c'est l'impact que je peux avoir sur la vie des autres, en particulier de ceux qui souffrent. Est-ce que je peux les aider? C'est aussi simple que ça, c'est très basique. Hein. Ce que des centaines de milliers de bénévoles font tous les jours, ce que beaucoup de gens font tous les jours, sans avoir besoin de raconter. Voilà. Bah, c'est bien de raconter pour eux. Oui, tout à fait, sans pour autant être légitime pour être leur porte-parole, mais en tout cas, pour moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est si dans une société on se positionne dans son rapport à l'altérité, quel rapport on veut avoir, quelle utilité, etc. Voilà. Moi, je pense que là où j'ai des compétences, c'est que j'ai une capacité à peu près à piloter des actions concrètes, des politiques publiques, des choses comme ça. J'ai des expériences assez variées, etc. Donc il y a des choses sur lesquelles je suis en capacité d'apporter une valeur ajoutée, d'avoir une utilité. Et cette utilité doit être au cœur. Mais enfin, j'ai l'impression de dire quand même des choses très
bêlante et enfin, normale, quoi. Je veux dire, voilà, c'est rien d'extraordinaire. Mais en tout cas, mon sujet, c'est ça. Voilà. Dans le moment de doute personnel sur ma vie, mon œuvre, mon sens, machin, machin, mon critère de. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire ça. Mon critère d'évaluation, c'est mon utilité sociale. C'est comment tu es utile aux autres. Enfin, ce qui me fait voilà, ouais. Kiffer. Qu'est-ce que tu reconnais en toi-même, par toi-même, qui te donne le goût de vivre, Olivier? Alors, la question, j'ai à comprendre peut-être mal. Si je décide de reconnaître par moi-même ce qui me donne le goût de vivre, ce qui me donne le goût de vivre par moi-même, c'est-à-dire dans mon environnement, je constate, c'est comme tout le monde, c'est mes enfants et mes actions, enfin tout ce qui me procure de la joie et du sentiment d'utilité. Si je fais dans moi-même ce qui me procure le goût de vivre, c'est la recherche d'une forme d'accomplissement par un parcours de vie. Ça rejoint ce que je disais sur mes exemples inspirants. Intègre, enfin voilà, je pense que c'est quelque chose de très important pour moi. En fait, je pense que dans ce qui donne du sens à une existence humaine, la question de la cohérence du parcours de vie. Alors, il y a des ruptures de vie qui donnent des cohérences a posteriori, il y a des reconstructions, il y a des chaînes invisibles, il y a des hasards qui n'en sont pas, pour reprendre ce que tu me disais, tout ça c'est possible. Mais il y a des choses qu'on ne pilote pas dans sa vie, et il y a des événements de la vie qu'on subit, malheureusement d'ailleurs, c'est rarement les événements les plus heureux ceux qu'on subit. Mais dans tout ça, on doit essayer de tirer une cohérence. Alors moi j'ai sûrement une prétention probablement vaine d'ailleurs, et probablement très arrogante, à essayer de maîtriser. J'essaie de maîtriser. C'est probablement, il faudrait que je me laisse plus. J'accepte un peu plus facilement de ne pas tout maîtriser, loin s'en faut. Mais par contre, dans ce que je peux essayer de maîtriser, dans ce que moi je peux rechercher, ce que j'aimerais, c'est transmettre à mes enfants et être au quotidien, pas post-mortem, ça je m'en fous, enfin, je n'ai pas de rapport à mon. Voilà, ce qui m'intéresse c'est le ici et maintenant. Mais c'est quand même d'être là-dedans. Et ce qui est très important pour moi, c'est ce que je transmets à mes enfants par leur. Voilà, ce qu'ils voient du comportement, de l'attitude, des priorités, de ce qui compte. Voilà. Et donc c'est cette forme de. C'est ça, ouais, c'est voilà, l'intensité, la robustesse, la cohérence, l'intégrité. Voilà. Face aux difficiles, n'est-ce pas souvent en s'ouvrant à toute autre chose que les solutions naissent? Si, mais je suis pas très bon là-dedans. Non. Je suis pas très bon dans la créativité. Donc si, face aux difficultés, c'est vrai que, bien sûr. Alors après, j'ai appris par l'expérience progressivement, là pour le coup un peu plus à lâcher prise et à laisser venir aussi les événements, à laisser venir la surprise, à laisser venir des propositions iconoclastes ou des accidents pour le coup heureux ou moins, mais enfin des choses, voilà, à laisser un peu les événements prendre le pas. Voilà. Mais je n'ai pas forcément une grande capacité par la créativité à sublimer une difficulté ou à. Voilà. J'ai beaucoup besoin des autres pour ça. Olivier, est-ce un risque de chance de vouloir péter la pauvreté? C'est-à-dire que c'est une chance, mais je ne vois pas où est le risque. C'est-à-dire que pour moi, enfin péter la pauvreté, c'est l'expression de Mercedes, c'est pas une expression que j'utilise moi parce qu'elle est affreusement prétentieuse. Enfin, je prétends pas moi péter la pauvreté. Je prétends moi m'inscrire dans une chaîne, voilà, et dans un réseau d'acteurs dont je ne suis ni le meilleur, ni le chef, ni rien du tout. Mais je prétends m'inscrire là-dedans, dans un mouvement de personnes de bonne volonté qui considèrent que un des petits rôles qu'on peut jouer dans notre existence ici, c'est d'essayer de rendre le monde un peu moins injuste, et de soulager un peu de la souffrance de nos camarades en existence en souffrance. Voilà. Donc pour moi le risque de chance, c'est qu'en effet, au risque de s'oublier, de se perdre, on peut aller jusqu'à cette forme d'accomplissement qui est ce sentiment d'être utile à ce à quoi on a envie de se dévouer et à ce qui donne du sens. Voilà. Donc de ce point de vue-là, oui. Mais encore une fois, la dimension risquée, je ne la vois pas, puisque pour moi, c'est ontologique d'une certaine manière. Enfin, voilà. C'est constitutif de ce que j'estime. Voilà. Mais je dis, enfin, je ne veux pas faire la morale aux autres. Je ne juge pas les autres au regard de mes propres critères. Est-ce un risque de chance de faire le tour du Mont Blanc? C'est un très bon exemple de risque de chance pour le coup. Pour le coup, la dimension de risque n'est pas absente.
Et évidemment, c'est un risque de chance parce que c'est une prise de risque qui débouche sur cette chance de prise de conscience et cette capacité-là. Donc moi, je suis quelqu'un, le Tour du Mont Blanc, c'est un très bon exemple pour moi. Sachant que moi, j'ai jamais fait le Tour du Mont Blanc. Le Tour du Mont Blanc, c'est l'ultra trek et c'est des choses que des gens qui ont d'autres compétences physiques que moi peuvent faire. Moi, j'ai fait l'ascension du Mont Blanc. J'ai fait pas mal d'alpinisme quand j'étais plus jeune. Maintenant, je fais de la montagne plus en rando en famille. Par contre, ce qui est certain, c'est que le goût de la montagne, c'est le goût et d'un rapport collectif à la nature, etc. Et à la fait de s'assurer les uns les autres de tout faire. Je ne vais pas dire des banalités là-dessus, mais c'est très important en termes de valeur et de sphère de sentiment qu'on n'agit pas seul, mais on agit de manière collective et dans une solidarité d'acteurs. Et le deuxième sujet de la montagne, c'est que la montagne, c'est un exercice essentiellement intellectuel. C'est une épreuve de volonté et de constance, et voilà, c'est dans la tête que tout se passe. Et la dimension physique est assez limitée en réalité. Donc, par rapport à tous les mots que j'utilisais tout à l'heure, intensité, robustesse, intégrité, moi je suis plutôt un soutier de fond de cale et un besogneux. Et j'aime les choses dures au mal et lentes et longues. Voilà, les grosses lectures, les longues marches, les politiques publiques qui mettent beaucoup de temps à se transformer parce qu'elles sont très ambitieuses. Voilà, je ne suis pas trop flamboyant sur des petites choses. Voilà, je suis plus. Donc la montagne, c'est ça pour moi. La montagne, et le caractère montagnard, c'est le caractère, voilà, pas forcément très communicant, très flamboyant, mais dur au mal et opiniâtre. J'aime beaucoup ça, moi j'utilise beaucoup dans le social. Je dis souvent que la première qualité, c'est l'opiniâtreté. Est-ce un risque de chance d'être le fils du journaliste Michel Noblecourt, Olivier? Le risque, il n'y en a pas. C'est un privilège, mais c'est quelque chose qui évidemment conditionne tout l'homme que je suis aujourd'hui. Donc oui, bien sûr. Enfin, pour moi, c'est forcément une chance que j'ai beaucoup d'admiration pour mon père. Moi, j'ai un père qui est un journaliste à l'ancienne. Il est, parce qu'il va être à la retraite d'ici quelques semaines. Il est journaliste au Monde, c'est ça? Ouais, on le dit expert du Parti Socialiste au Monde. Je ne sais pas si c'est vrai. Il l'a été, mais c'est surtout un expert du social en fait. C'est un journaliste social qui est un des grands experts des relations sociales et notamment des syndicats. Sa première spécialité, c'est pas la politique et le PS, c'est les syndicats. Moi, j'ai grandi avec un journaliste social à l'époque qui était à la Croix puis au Monde. Où, en fait, j'accompagnais mon père au manif du 1er mai. Quand j'étais gamin, mes collègues avaient des posters de l'équipe de France de foot. Moi, la première personne à qui j'ai demandé un autographe, c'est mon mère. Et donc, moi, mes idoles de jeunesse, c'est Bergeron, Maire, Krasuti, c'est les grands leaders syndicaux. Je connaissais plus les leaders syndicaux que les joueurs de foot, quoi. Ça a vite changé quand même en grandissant. Mais j'ai grandi dans cet environnement-là, et dans cette mythologie-là, et dans cette histoire-là. Voilà. Et mon père, mais bon, c'est pas moi qui suis. Quelqu'un de très intègre, et il a une réputation d'un journaliste justement très rigoureux et très intègre. Voilà. Et donc c'est évidemment une chance parce que ça m'a donné tout de suite des valeurs, des connaissances. Moi je suis une famille, on n'a jamais eu de fric, mais j'ai jamais manqué de rien. J'ai grandi en HLM parce que mon père était journaliste, ma mère ne travaillait pas, on avait 4 enfants, donc on était sous les plafonds de ressources, mais on n'a jamais été pauvre, je ne me suis jamais senti pauvre, j'ai toujours été un petit bourgeois du point de vue financier et un grand bourgeois du point de vue culturel, c'est-à-dire que j'avais accès à des connaissances, donc je ne suis vraiment pas à plaindre. Par contre, j'ai toujours grandi dans un environnement où socialement, ce n'était pas privilégié. Voilà. Quand je suis devenu un homme et que j'ai emmené celles avec qui j'ai partagé ma vie chez mes parents dans la HLM du 13e arrondissement, ils étaient estomaqués que j'ai grandi là, quoi. Ils n'en revenaient pas. Donc voilà, mais en même temps, il n'y a pas de quoi la jouer Cosette, et par rapport à des réalités de gens réellement difficiles, moi j'ai vécu dans un tissu de watts toute ma vie, voilà. On n'a jamais eu de thunes, mais j'ai jamais manqué de rien, et donc voilà. Et donc j'ai eu un privilège parce que j'ai eu un capital culturel, etc. Et puis j'ai eu aussi voilà, le sens, la valeur des choses, le sens de l'argent, la valeur du travail, des choses qui va. J'ai toujours vu mon père bosser beaucoup, on n'a jamais eu de trop, on n'a jamais vécu dans le pognon, quoi, voilà, mais j'ai jamais manqué non plus, voilà. Donc une éducation, voilà, j'essaie de garder la même pour mes gosses, mais humble et en même temps exigeante au plan intellectuel, quoi. Et exigeante dans les comportements individuels et le rapport aux autres. Est-ce un risque de chance de se heurter au lobbying des réseaux catholiques?
pense à ton passage au ministère de l'Éducation. Ouais, c'est marrant parce que j'ai gardé des liens très étroits et amicaux avec les responsables de l'enseignement catholique. Là aussi, je vois pas trop le risque. C'est-à-dire que il y a du rapport de force, comme toujours dans les politiques publiques. Mais non, au début, je pensais que tu allais me parler des associations catholiques dans le champ de la lutte contre la pauvreté. Là, c'est pas un risque, c'est vraiment une chance. Il y a beaucoup de gens très bien qui sont très engagés. Puis il y a une culture dans les cathos de gauche, comme on dit, quoi, qui a une très belle culture du social. Non, dans l'éducation nationale, j'ai eu évidemment, on m'a y à partir, j'ai eu des désaccords, j'ai eu des rapports de force, etc. Mais j'ai pas vécu ça comme problématique. Ok. Est-ce un risque de chance de lancer par les bambins ton programme pour déceler les difficultés de langage des 18 mois? Alors, à l'époque, c'était un risque et en effet, il y a une chance, mais il faut tout de suite dire que le père de Par les bambins, moi j'ai été un facilitateur dans la naissance, donc je suis une copaternité, mais qui n'est pas égalitaire avec le vrai père de Par les bambins, qui s'appelait Michel Zorman, qui est décédé. Un médecin de santé publique, un scientifique, un universitaire et un type absolument extraordinaire. Comment ça s'écrit? Un immense monsieur Zorman, Z-O-R-M-A-N. Voilà. Michel Zorman fait partie des quelques rencontres qui ont structuré, qui m'ont fabriqué. Et Michel Zorman était un scientifique extraordinaire qui a pensé, qui a nourri toutes les réflexions sur l'acquisition du langage dans la petite enfance, les inégalités sociale par rapport à l'acquisition du langage et qui a pensé les outils de remédiation. Voilà. Et moi j'ai apporté une dimension de politique publique dans tout ça, que en effet Michel évidemment n'avait pas sous cette forme-là. Donc on a fait un super duo, trop brièvement malheureusement parce qu'il est décédé assez vite. Donc ça a été un risque parce que ça a été très polémique et ça a été très compliqué. On a eu beaucoup de contestations, beaucoup d'opposition. Donc il a fallu ça a été un combat politique, intellectuel. Mais ça a été pour moi comment dirais-je, une lumière d'un seul coup. J'ai eu une sorte de prise de conscience, une compréhension d'éléments sociaux sur lesquels je sais comme quand tu parles à quelqu'un et que d'un seul coup il rend intelligent des choses que tu balbutiais, etc. Zorman il m'a fait comprendre des choses d'un seul coup. Je me suis dit mais quoi, en un mot, il t'a fait comprendre, Par les bambins, ça t'a fait comprendre? Ça m'a fait comprendre que d'abord les inégalités sociales avaient des impacts sur les inégalités de compétences langagières dès la toute petite enfance dans des proportions que je ne soupçonnais pas à l'époque, et qu'il y avait des outils de remédiation dès le plus jeune âge qui avaient un effet levier et un impact sur les destins de ces gamins que j'imaginais pas non plus. En fait, il y avait tout un pan aujourd'hui de capacité à lutter contre les inégalités dès la racine, qui était totalement... Donc là, ça parle... J'ai fait un rapport après avec collectivement qui s'appelait La lutte contre la pauvreté commence dans les crèches, qui est directement issu de ces réflexions et des politiques qu'on a menées ensemble avec Michel, puisque moi, derrière tout ça, on a créé le programme Par les bambins. Moi, j'ai créé des politiques d'attribution des places de crèche privilégiées pour les enfants en situation de pauvreté, des outils de formation des professionnels, donc on a construit toute une politique qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans la stratégie de lutte contre la pauvreté. Donc ça a été une prise de conscience, voilà, d'un seul coup, Michel il a allumé une lumière en France, quoi. Il a fait comprendre, y compris de manière parfois conflictuelle à des gens qui refusaient de le voir, qu'il y avait un scandale social et éducatif et qu'il y avait des outils pour y répondre. Qui es-tu comme magicien et que fais-tu en tant que magicien dans ce monde? Rien. Je suis très mauvais en magie. Je suis un besogneux, moi je dis souvent à mes équipes où il y a l'option Père Noël, il y a ceux qui croient à la magie, et puis il y a des gens qui ont de la magie par leur charme, par leur truc. Moi j'avoue que j'ai pas cette prétention. Que voudrais-tu voir se réaliser dans le monde au travers de toi et au-delà de toi? C'est une question que de réaliser dans le monde à travers de moi. J'espère qu'au travers de moi, il y a quelques solutions qui vont être améliorées pour les plus fragiles et les plus pauvres, et qu'il y a quelques sommes de souffrance qui vont être soulagées, et que je laisserai à l'échelle territoriale ou à l'échelle nationale quelques outils entre les mains des acteurs, quelques capacités à agir de manière plus efficace, utile, quoi. Voilà, mais mon rapport au monde est un rapport trop modeste. Enfin, voilà, je ne m'inscris pas dans ce rapport-là, c'est trop écrasant.
Mais tu parles des personnalités beaucoup plus importantes que moi, mais je peux pas être sur des trucs aussi larges. Il n'y a pas d'importance. Partages-tu la vision de Jean Vanier, que j'ai donc eu la grâce d'interviewer avant son envol? Chaque personne est une histoire sacrée. Et Bien c'est sûr. le titre d'un de ses livres. Évidemment, oui, bien sûr. Je crois profondément à la singularité des destins humains et au fait que chaque vie humaine et chaque destin humain est un trésor absolu et que, bien sûr, cette prise de conscience, c'est un acte de civilisation, quoi. C'est ce qui doit nous civiliser les uns dans nos rapports aux autres, justement. Donc pour moi, c'est au cœur de tout ce que, d'ailleurs, tout ce qu'on veut faire dans la lutte contre la pauvreté, c'est faire droit au parcours de vie des personnes, à leur choix de vie, cesser d'infantiliser, de penser à la place des gens et de leur donner la capacité de se réaliser et être au service des projets de vie des personnes et pas, voilà, dans tout ce à quoi j'aspire, c'est ça, justement. Donc ça, évidemment, il fait une splendide formule pour bien résumer, bien sûr. Qu'est-ce que tu vis dans ta vie que tu souhaiterais voir continuer? Ah bah, la première chose que je souhaite vivre dans ma vie, je dois continuer, c'est l'amour de ma femme et de mes enfants mon équilibre personnel, parce que c'est mon équilibre qui me permet de m'engager. C'est le risque de se perdre que j'évoquais au début. Je dois faire attention, mais je veux dire, c'est un privilège inouï. Dès lors qu'on est de son côté plein d'amour pour les siens et confiant dans l'amour des siens pour soi. En fait, il y a beaucoup de failles dans la responsabilité publique, dans les engagements, dont on est à peu près protégé. Parce que si moi ça se passe mal et je décide d'arrêter parce que j'en ai marre, que je suis plus bon, qu'ils décident que je suis nul, en fait, il y aura toujours des gens pour m'accueillir, m'aimer, être là pour moi. Donc je ne sombre pas dans un précipice. Je suis, et d'un point de vue d'équilibre personnel et d'un point de vue de réalisation derrière, je pourrais rebondir. Donc si j'ai pas ça, voilà. Après, ce que je souhaite garder dans ma vie, évidemment, etc., c'est cette forme d'accomplissement, de rester toujours en lien avec cette cause et avec ce sujet. Je pense que ma vie sera structurée, c'est cette cohérence dont je parlais, d'engagements différents, mais qui tous tourneront autour de responsabilités différentes et de modes opératoires différents. Mais j'espère que quand je serai retraité, je serai un valeureux bénévole parmi d'autres. Enfin, je pense que je garderai toujours, sous des formes différentes, cette action-là. Hein? As-tu un défaut dont tu souffres? Beaucoup. Comme? Je pense que j'ai quelque chose qui est assez classique, c'est le complexe d'usurpation ou d'illégitimité ou le sentiment d'être écrasé par ses responsabilités. Alors voilà, voilà. À un moment, on se demande si on est à la hauteur des responsabilités qu'on nous a confiées. Donc, parce que je mets ça, des défauts, j'en ai plein. Ceux dont je souffre, il y en a dont je ne souffre pas, où je me suis résigné à mes défauts. Il y en a qui me font souffrir. Celui-là peut me faire souffrir par moment. Voilà, après, beaucoup d'autres défauts qui me font souffrir, parce que par exemple, j'ai probablement développé une exigence terrible sur beaucoup de choses, et il m'arrive d'être très dur dans mes jugements, soit avec mes équipes, soit avec ma famille, parfois, enfin, je sais que donc je souffre parfois de ce que j'inflige aux gens proches de moi parce que par mon niveau d'exigence. Ouais. Je pense qu'il y a des moments, voilà, c'est trop dur. C'est un professionnel, ton truc. C'est quoi l'intention positive qui se cache derrière les légitimités éventuelles, l'exigence, voire trop dur? L'intention positive, Ouais. bah, c'est d'augmenter l'efficacité, d'être le plus possible utile. C'est l'idée que quand on a la possibilité d'aider quelqu'un, si on ne le fait pas, bah, on est coupable. Et si on peut faire mieux et qu'on ne fait pas le mieux qu'on peut, bah, c'est quand on a la chance ou le privilège inouï qu'on puisse avoir la possibilité d'influer un peu sur les destins des plus fragiles ou d'être utile à eux. On n'a pas le droit d'être médiocre, on n'a pas le droit de se laisser aller, on n'a pas le droit d'être désinvolte, on n'a pas le droit d'être... on doit être exigeant, on doit être consistant, on doit être à la hauteur, quoi. Donc il faut se donner au maximum. Au-delà de Jean-Philippe Motte et de Michel Zorman que tu as déjà cités, est-ce que tu as des mentors et quel message te portent-ils? J'aime pas le mot mentor en fait. Ça suppose un rapport de filiation que j'ai. Moi j'ai un seul mentor à ce moment-là, c'est mon père. Je dis souvent, parce que j'ai rencontré beaucoup d'hommes pour qui j'ai travaillé, qui étaient dans une recherche de rapport de filiation que j'ai toujours refusé.
Moi, si je dois avoir un rapport comme ça, c'est avec mon père et personne d'autre. Par contre, j'ai ce que j'appelle une sorte de communauté de gens de bien autour de moi et de gens qui parrainent mon existence sous différentes formes, mais qui sont très nombreux et qui sont dans des dimensions très différentes. Tu as Donc, envie d'en donner un ou deux exemples ou pas? oui, je peux en donner des exemples, bien sûr. J'essaie de chercher des choses qui sont hors de la pauvreté, parce que je parle que de ça depuis tout à l'heure, mais en même temps c'est difficile de... Mais par exemple, prenons quelqu'un qui est dans cette communauté-là pour moi, Mercedes par exemple fait partie de ces gens vers qui je vais me tourner, on va se voir 3-4 fois par an, on va dîner ensemble, on va se raconter nos trucs perso tout, et son regard, son jugement, ses conseils, ça fait partie des choses qui me donnent de la réassurance ou pas en moi-même et qui me confortent ou qui me le disent bien. Mercedes Serra, Mercedes Serra, la présidente de BETC. Ouais. Voilà, mais je peux avoir des relations à peu près identiques, évidemment pas dans les mêmes lieux, mais avec Patrick Doutreline, le président de l'UNIOPS, où on va avoir des temps où il va me conseiller, me réassurer, me donner des choses, mais là on retombe sur la lutte contre la pauvreté. Au plan politique, il y a des gens, Jean-Louis Bianco par exemple, une personnalité politique avec qui j'ai noué des relations amicales très proches, et avec qui que je vois régulièrement et pour qui le regard, les conseils, l'écoute, voilà. Donc c'est des gens vers qui je vais puiser. Mais j'ai des gens, alors ça je ne le mets pas parce qu'ils jouent un rôle actif actuel, mais par exemple j'ai des grands frères en politique, voilà. Olivier Faure qui est à peine plus âgé que moi, mais que je connais qui me connaît depuis que j'ai 15 ans, depuis que j'ai même pas, non, un peu plus, 17 ans. C'est des grands frères avec qui j'ai partagé, on a eu des séparations de nos vies familiales, de nos couples, des recompositions familiales, des histoires d'être élu, pas élu et tout, on a cheminé, donc voilà, c'est des gens, quand j'ai besoin de conseils dans des choix de carrière ou dans des choix de poste et tout, il y a des gens vers qui je vais me tourner comme ça, mais on a tous besoin d'une corde de réassurance, mais c'est pas des mentors, c'est pas des gens avec qui je reviens régulièrement pour qu'ils me disent ce que je dois faire. C'est des cordes de rappel et je vais agiter différentes. Là, il y a plein d'autres gens que je n'évoque pas là, mais voilà. Ta vie est-elle un stage d'amour comme la mienne ici-bas? Non, je n'utiliserai pas cette expression, stage d'amour. Ça me... Côté affectif pur qui correspond pas à mon... plus j'ai un rapport plus politique et plus, voilà, plus militant que purement dans peut-être que j'y viendrai par la sagesse, mais c'est pas ma terminologie. Non, ma vie est une tentative d'un stage d'utilité dans l'altérité, voilà, d'engagement. En conclusion, Olivier, faut-il tout oser demander dans la vie? Oui. Oui, moi je pense très modestement parce que voilà, ce que j'ai fait ne mérite pas des choses, mais je pense que je suis, encore une fois très modestement, mais un bon exemple des accidents de la vie et du fait que des choses qui paraissent totalement impossibles le sont. Donc il faut oser tout demander, mais en fait pour moi on n'obtient pas les choses en les demandant, c'est-à-dire que c'est ça le sujet. C'est que oui, il faut pouvoir par principe tout demander dans la vie, parce que si on s'auto-censure dans ce qu'on demande, on se bride, et c'est évidemment un tort. D'ailleurs, c'est un des énormes sujets, ça, l'horizon social et la capacité à assumer des désirs et tout, pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas ou qui refusent d'assumer des... Mais je dirais, il faut à la fois oser tout demander, et il faut oser croire en soi pour tout faire, et donc se donner les moyens de tout faire. Donc le vrai sujet, c'est la capacité qu'on se donne, individuellement ou collectivement, parce que ce n'est pas des choses qu'on peut faire seul, il faut le faire avec autour de soi, mais en effet, de se déployer sans réserve, sans limite, et donc d'assumer le risque de se perdre. Je reboucle là-dessus. Voilà. D'assumer des engagements, quitte à se faire... savoir qu'il y a un risque de se faire vampiriser ou aspirer à telle enseigne que... Pourquoi as-tu accepté ma demande d'interview avec cette simplicité? Parce qu'en fait, d'abord, le fait que tu viennes avec l'amitié de Mercedes, etc., pour moi, ça suffit. Enfin, voilà. Et après, quelles que soient les bulles d'oxygène que je m'octroie, familialement, ou dans des temps... En fait, les temps où on peut, à travers des questions que finalement on se pose assez peu dans son quotidien, en fait,
En fait, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire, il y a un côté très enrichissant à se soumettre à des questionnements, à des prismes, des angles de vue qui voilà, nous sortent un peu de nos certitudes, nous désariment. Avoir tout de suite une interpellation très directe sur des choses très intimes ou très personnelles et tout, alors qu'on est toujours dans un moi social, dans une représentation d'une fonction. En fait, c'est quelque chose de très important. Et je suis absolument convaincu qu'au-delà de l'heure qu'on a passé ensemble, moi, ça va me retravailler sur des questions, etc. Donc, voilà. Mais là, moi, j'ai, fort heureusement, pas mal de cas finalement où j'ai des interrogations, on me demande des trucs, d'ailleurs parfois très perso, des choses. Et en fait, j'aime beaucoup ça. Non pas par narcissisme, pour plaisir de se raconter, mais pour le fait d'être télescopé par des regards différents, quoi. J'aime bien ça. Donc c'est quoi le plus beau risque, Olivier, dans la vie? En un mot, s'il te plaît. C'est les autres. Le mien aura été de partager ce moment avec toi aujourd'hui. Merci du fond du cœur. As-tu une question? Quand est-ce qu'on déjeune? Parce que j'adore la cuisine, c'est un autre sujet. Génial. Merci. Eh ben, c'est...